Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, je poursuis ma découverte du cinéaste japonais Yasuzo Masumura. Le premier film que j'ai vu de lui, c'était il y a quelques mois, La femme de Seisaku, après la rétrospective d'ailleurs qu'on avait eue notamment sur Paris, de plusieurs de ses longs métrages, dont celui-ci, et celui dont il va être question aujourd'hui, sorti en 1966, il a fêté ses 60 ans il y a peu d'ailleurs, Tatouage, ou en version originale, Irezumi, qui est adapté d'une nouvelle écrite par Junichiro Tanizaki, un auteur qu'il appréciait beaucoup. Ce metteur en scène assez subversif à l'époque dans le cinéma nippon, et en rupture avec les Ozu et compagnie, même s'il avait commencé sa carrière avec Mizoguchi en tant qu'assistant, etc. Mais très vite là, il propose autre chose, une sorte de nouvelle vague assez frontale, on va dire ça comme ça. Et au casting, dans le rôle principal de la tatouée d'ailleurs, hein, Ayako Wakao, qui était son actrice fétiche, elle était dans La femme de Seisaku. On reconnaîtra également Kei Sato, qui avait joué dans Kwaidan, mais surtout Onibaba. Et si je parle de ce film, c'est que, à nouveau, au scénario, nous avons Kaneto Shindo. Et c'est vrai qu'on peut faire quelques liens avec Onibaba, avec une sorte de femme un peu vengeresse, qui veut, voilà, on peut dire, punir quelque part des choses. Bon, enfin, je simplifie, c'est pas tout à fait la même histoire, mais dans l'idée, finalement, la présence de Shindo ici est assez logique. Et d'ailleurs, Kaneto Shindo, récemment, j'ai parlé de lui, puisque j'ai évoqué son L'île nue. Et oui, je suis très cinéma japonais sur la chaîne, hein, sur certaines périodes, mais assez souvent, disons-le. Et alors, il s'agit d'une histoire de vengeance, hein, quelque part. C'est un drame vengeur, oui, une sorte de tragédie absolue, qui va suivre la trajectoire complexe d'une jeune femme nommée Otsuya, qui... alors, ça, c'est l'intro du film. Temporellement, on ne sait pas trop où ça se situe, c'est pas forcément le premier moment chronologique de l'œuvre, mais disons-le, pourquoi pas. On la voit, elle va être agressée, littéralement, par un tatoueur qui fantasme sur sa peau très blanche et qui va donc mettre sur son dos un motif qui sera d'ailleurs complété plus tard et représentant une araignée. Alors le symbole de l'araignée dans le folklore japonais, à travers certains yokai et tout, a été souvent lié à la prostitution. Alors, Otsuya, elle est en couple avec Shinsuke, qui est un peu faible, voilà, mais c'est un amour impossible, parce qu'il y a une histoire de classe et de rang social. Quelque part, c'est un petit peu à l'image de La femme de Seisaku, on questionne la place dans sa société japonaise un peu guindée, même si c'est pas, voilà, c'est un peu rural, c'est l'ère Edo, hein, je crois, ici. Mais voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut toujours imaginer autre chose pour promettre certaines personnes à leur rang respectif au terme d'un mariage. Donc, à un moment, Otsuya et Shinsuke s'en vont essayer peut-être d'aller ailleurs pour vivre leur amour, je simplifie vraiment, hein, et vont tomber sur un méchant personnage qui va les utiliser et surtout vendre Otsuya à quelqu'un qui va gérer des geishas. Alors attention, geisha, prostitution, on peut faire des parallèles et des liens, sachant que donc ce tatouage de l'araignée pourrait être un des symboles de la prostitution, mais attention, toutes les geishas, loin de là, étaient des prostituées, c'est juste des courtisanes, c'était pas à ce point-là, normalement, il faut tordre le cou à certains clichés. Quand bien même ici, peut-être que ça peut aller plus loin sur certains points. Et alors, bah, Otsuya, alors que justement, pour être absolument, on va dire, réduite à l'esclavage de cette condition de geisha, va avoir son tatouage être complété, et bien il va se passer quelque chose, et peut-être par forme d'idée surnaturelle ou non, ou par vengeance personnelle, par réveil de la souffrance du corps qu'elle a subi, et aussi psychologique quand même, parce que c'est comme si elle avait été violée, hein, tout simplement, hein. Eh bien, elle va fomenter ici des intrigues indirectes ou directement, si vous voulez, pour se venger des hommes autour d'elle. Et elle va utiliser pour cela, là aussi plus ou moins directement, c'est particulier, parce que le film reste assez évasif là-dessus, mais bon, on peut quand même l'interpréter ainsi, va utiliser son petit ami, très faible, donc d'une certaine manière, pour être son bras armé, et va y avoir beaucoup de morts sur les hommes autour, quoi. On va simplifier ceci comme cela. Et donc on va voir une femme qui va s'imposer, qui va même utiliser son corps et sa séduction par rapport à l'obsession de ces mâles autour d'elle pour les réduire en fait au silence. Donc là on a une idée de film presque, pour l'époque, féministe et moderne, en tout cas ça c'est sûr, qui retournait donc la condition de la femme de cette époque dans une société japonaise qui encore là, hein, dans les années 60, c'était compliqué, enfin le côté patriarcal japonais, quoi. Pour en fait montrer que l'individu, la liberté,
Et c'est avant tout ceci qui est important, mais à quel prix? C'est-à-dire ici on a un film très misanthrope, où au final, aucun personnage n'est moralement... enfin, vous voyez, tout le monde est amoral. Voilà, il y a une forme d'amoralité globale, par faiblesse, même par la vengeance en tuant, et par ceux évidemment qui font subir cette violence, cette souffrance à cette jeune femme. Et tout ceci dans une sorte d'ambiance quasi théâtralisée intérieure, même extérieure, des scènes un peu en extérieur de forêt, avec la brume, colorimétrie. On voit qu'il y a beaucoup de trucs en studio. Mais justement, c'est une sorte de huis clos mental, tout cela, qui est brillamment mise en place. Alors, il y a un seul souci, si vous voulez, dans le film, mais en fait, c'est aussi sa qualité, c'est que vous n'allez pas forcément comprendre tous les tenants et les aboutissants précis. Désolé, là, j'en bafouille, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu nébuleux de beaucoup de personnages, mais en fait, c'est très facile à comprendre pour autant. C'est juste que ça paraît artificiel dans l'ajout de certaines choses, mais en fait, c'est totalement logique dans la construction de la tragédie. C'est-à-dire que cette femme araignée va tisser sa toile et mettre donc emprisonner dans celle-ci tous ces hommes autour qui la convoitent, qui veulent se servir d'elle, et même son amoureux là, qui devrait être son chevalier servant et tout. C'est là où il retourne les codes, hein, à ce moment-là. Je crois que d'ailleurs il y a une vraie différence par rapport à l'écrit de base ici. Il est beaucoup plus... voilà, avec Shindo, ils ont voulu vraiment mettre ça en avant. C'est que même lui, par sa faiblesse, il n'apporte aucun secours, et au contraire, il enfonce, si vous voulez, Otsuya dans son idée de vengeance, alors qu'il aurait pu un peu plus la contrôler, mais justement, l'idée qu'elle ne peut plus être contrôlée, parce que justement, elle veut se dépêtrer de tout cela. Donc tout ce qui est masculin, en fait, doit y passer, d'une certaine manière ou d'une autre, mentalement, physiquement, c'est la chute, quoi. Et alors, Ayako Wakao est parfaite là-dessus, et c'est intéressant de voir comment Musumura, et c'est pour ça que c'est la limite aussi quand je disais féminisme. Bon, attention, toute proportion gardée, Japon, années 60. Mais comment, évidemment, elle est, par défaut du film, montrée en tant qu'une érotisation par rapport à un point de vue des hommes qui sont autour, et ce sont quand même des hommes qui font le film. Mais c'est là où d'ailleurs il y a cette ambiguïté, parce que je crois que Masumura, il ne le savait pas à l'époque, mais elle est inspirée beaucoup de films un peu Pinku Iega, érotisme, etc., avec celui-ci et d'autres, hein, je crois, et que lui-même peut-être touchera indirectement plus ou moins à l'érotisme. Pour l'époque, c'est très érotique. C'est même dangereux et interdit pour beaucoup de Japonais, ce genre de film-là, en remettant donc dans le contexte des années 60. Et c'est vrai que c'était très osé. Et c'est passionnant parce que jusqu'où peut-on aller donc pour essayer de déconstruire quelque chose, ici le patriarcat, et comment on utilise les femmes, et comment cinématographiquement on met cette femme en avant, qui forcément est quand même présentée comme quelqu'un d'amoral, et... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, moi, j'aime bien ce questionnement-là, même si on est dans les années 60. Donc, évidemment, ce genre de film ne serait plus fait ainsi aujourd'hui. Cette idée, donc, de la souffrance du corps qui va appeler ensuite par la vengeance, par le réveil de l'esprit, il y a quelque chose de très japonais, vous savez, dans le côté souffrance, hein, châtiment corporel ou attrition personnelle. Il y a quelque chose là-dessus. On voit, c'est une œuvre qui n'aurait pas pu être faite de la même manière par un autre cinéma, du moins occidental, ça, certainement pas. Il y a quelque chose donc de très local, ancré dans une forme de folklore, même si le tatouage n'est pas une référence directe à un yokai ou autre, on y pense, c'est comme s'il y avait cet esprit-là, qui finalement était ancré en elle, ancré d'ailleurs dans le sens ancré avec le terme, voilà, avec un A, mais ancré eux aussi par le tatouage, c'est presque amusant. Cette idée qu'elle se fait quand même déposséder de son corps par cet acte d'une violence absolue. On la voit, elle est droguée, donc elle est totalement... C'est une scène horrible, hein, mais c'est comme ça que le film s'ouvre. On se demande du coup si cette scène est vraiment temporellement avant ce qui va se passer après. Il y a une forme d'incertitude là-dessus. Comme cette idée là de ce tatoueur qui est là, et qui va être là un peu partout tout le temps. Que ce soit d'ailleurs dans la diégèse du fait qu'il travaille pour le propriétaire de Geisha, là, on va dire ça comme ça. C'est lui qui finalise, on va dire, la possession. Mais il est là, même voilà, tout le temps, quand il y a des meurtres, même en extérieur, il rôde. C'est-à-dire qu'il veut récupérer sa proie, il attend que celle-ci peut-être soit enfin vraiment prenable absolument pour lui. Sauf qu'évidemment, ça va être beaucoup plus complexe. Et il y a une lecture donc, de tragédie à la Shakespeare, presque. Presque. C'est très détourné, mais j'ai pensé à Macbeth. Alors Lady Macbeth, mais autrement, parce que là, c'est pas tout à fait le même destin. Et le tatoueur, c'est une sorte de Macbeth aussi qui veut imposer une forme de prophétie qu'il croirait alors, ici avec son tatouage, mais qui va perdre le contrôle.
Je ne sais pas s'il y a des influences shakespeariennes, que ce soit ici ou dans la nouvelle de base, mais ce qui est sûr, c'est que différemment de Shakespeare, c'est ici le chaos total qui va régner. C'est-à-dire que ce n'est pas une tragédie qui va avoir une fin constructive, entre guillemets, qui va renverser un ordre pour peut-être espérer en établir un autre. Ici, non. Là, on voit quand même que ça va être aspiré par le sort de nihilisme, c'est un cinéma un peu misanthrope quand même, quelque part. C'est-à-dire que rien de bon peut transpirer ou renaître de cela. Tu le sens que c'est un film d'ambiance qui va écraser toute possibilité de rédemption, d'espoir et tout. Et finalement, Masumura, avec ce cinéma-là, tisse aussi sa toile et piège le spectateur dedans, afin qu'il s'asphyxie jusqu'à la toute dernière scène. Hein. C'est vrai qu'il y a une finalité très tragédie aussi, qui aurait pu être shakespearienne, donc pourquoi pas, mais vous savez, la culture occidentale, de côté littéraire, ou le côté littéraire oriental, parfois, il y a des croisements qui se font aussi par rapport à la perception tout simplement du monde. Hein. Il y a des mythes et des, vous savez, qui se croisent, mais qui ne sont jamais officiellement croisés pourtant en vrai. Donc comme quoi, hein, une sorte de cosmogonie artistique aussi. Je fais une mini-zone spoiler pour ça. La fin, bon, je spoil quand même du coup. On pourrait s'attendre, vous voyez, ah bah elle a fait ça, puis finalement il va y avoir une rédemption, elle va être sauvée, et puis elle va pouvoir démarrer autre chose en totale liberté. Non, mais tout ceci nous est ancré dès le début, si vous voulez, par le personnage très faible de son petit copain, qui ne peut pas, en fait, et tant mieux d'ailleurs, c'est justement le film en soi ne va pas faire de ce personnage un chevalier servant, donc il s'ancre dans une idée de modernité féministe, mais en fait, c'est pas ça l'idée, je pense non plus, c'est pour absolument arriver à une finalité où rien ne survit. C'est-à-dire que Shinsuke est tellement faible qu'en plus il va tuer, donc il va se sentir coupable, il ne rêve que finalement presque indirectement de suicide, donc il ne peut pas survivre, et certainement pas pouvoir être aimé absolument à 100% en retour par une Otsuya qui va finir même par ne plus l'aimer, donc il y a ce côté-là, et même ce tatoueur-là, etc., qui à un moment veut récupérer le contrôle, et donc il voit qu'il ne peut pas, donc il veut tuer Otsuya, il la tue, mais elle le tue aussi. C'est-à-dire qu'à la fin, plus personne ne vit. C'est la désolation absolue, et c'est ça qui est fort dans ce film, c'est que ça ne pouvait pas se terminer bien. C'est une fin très très noire, on va le dire, où de toute façon, il n'y a absolument pas de place à une morale possible qui pourrait créer autre chose. Il n'y a pas de personnages autour qui vont graviter en mode témoin mais innocent. Non, tout finit par être aspiré par une culpabilité d'un côté ou de l'autre, soit par le côté vengeur, voilà, elle est coupable d'avoir, on va dire, fomenté des crimes, et les gens autour qui l'ont utilisé, qui ont voulu la posséder, tout le monde y passe, et ça se termine comme ça. Littéralement, d'ailleurs, la fin est assez étonnante, parce qu'il poignarde le tatouage, mais c'est pas ça qui va empêcher sa mort au monsieur. Et limite, d'ailleurs, tu as une scène étrange sur la finalité, Otsuya meurt, c'est le tatoueur qui meurt, qui tombe derrière le dos en sang d'Otsuya, et on a l'impression qu'il boit son sang dans la mort, quoi. Enfin, il y a une scène qui, je pense, c'est pas fait par hasard. C'est pas fait par hasard. Mais en tout cas, c'est d'une brutalité qui est nécessaire, on va dire, au propos global d'un film que l'on sent de toute façon dans sa mise en scène, très cadré, enfermé. Donc les destins sont scellés dès le début. Et c'est pour ça peut-être aussi que ce film commence par cette agression absolue, même si temporellement on aurait imaginé qu'elle serait plus tard. C'est logique en fait que ce soit là dès les prémices, le prélude, l'introduction du film, parce qu'on comprend très vite que ça va aller vraiment dans l'absolu fin et sans point de non, enfin on passe le point de non-retour dès le début en fait, donc tout est fini. Je ferme la zone spoiler, c'est un film passionnant. Je n'ai même pas parlé, il y a des personnages aussi, enfin, des parents ou des plus âgés, on voit à peine, mais bon, là aussi, on est dans ces sociétés japonaises qui refusent aussi la liberté même de ses propres enfants par rapport à un code social préétabli. Et c'est ainsi d'ailleurs que ce film est intéressant, parce que alors, Masumura, certes, ici, il est quand même dans un passé du Japon, on voit, je suis pas sûr que ce soit l'ère Edo, hein, mais on va dire que c'est l'ère Edo, ou une autre ère un peu ancestrale, ou alors rien ne doit dépasser, et dès que ça dépasse, de toute façon, ça ne peut que trépasser, quelque part. Et moi, je trouve ça vraiment bien construit dans l'idée que Masumura rejette ces codes-là, et même à l'époque, ce film a choqué par rapport au fait qu'il y avait d'autres codes moraux, voilà, très bien établis d'ailleurs par certains cinémas, on pense à Ozu, qui essayait de le déstabiliser, ce code moral aussi, mais quand même, c'était très, voilà.
Je pense à Ozu, parce que en 1966, Ozu, bah, de toute façon, voilà, c'est terminé. Hein. C'est le cinéma d'après, tout ça. Et là, on voit qu'il y a besoin d'être subversif. Et c'est vrai que Masumura, c'est un réalisateur dont on a peu parlé hein, ces dernières années. Alors, la rétrospective de ces derniers mois a peut-être remis ce metteur en scène sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire. Mais en tout cas, voilà, c'est très important de voir ce cinéma-là. Un petit peu à l'image du film du cinéma de Kaneto Shindo aussi, qui essayait bien d'autres choses à l'époque, pour montrer que finalement, ce pays avait besoin de faire valser certaines choses. Mais là, il fallait passer, comme par cette œuvre, par des moments de chaos absolu, où le désordre mettra fin à tout, quoi. C'est une sorte de fin d'univers, là. Quand on voit ce film-là arriver au bout, il n'y a plus rien derrière, quoi. Bon, c'est du cinéma, mais bon. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Tatouage, de ce qu'il a pu aussi laisser comme, on va dire, héritage par la suite, parce que quand je vois un film comme ça, vous savez que je fais beaucoup de films de Takashi Miike avec l'ami Romain Ravot. D'ailleurs, peut-être qu'il y a un duo qui va popper là, ou un peu avant, ou un peu après cette vidéo, je ne sais pas, parce que comme je suis en avance, voilà. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, la souffrance des corps, le socle patriarcalo, familiaux, sociétal japonais qui vole en éclats, Miike est peut-être a peut-être vu ce film, alors, pas forcément plus jeune, parce qu'il n'a pas été cinéphile très jeune, je crois, le monsieur, mais peut-être que c'est indirectement des choses qui ont pu l'inspirer dans la souffrance et la décadence de certaines choses aussi. Mais je dis ça, c'est indirect. Il y a peut-être d'autres cinéastes comme ça qui ont été les héritiers de ce il y a Tsukamoto aussi peut-être. Bon, voilà. En tout cas, c'est intéressant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous voulez d'ailleurs par rapport à ce film et son influence peut-être par la suite. J'étais un peu trop pêle-mêle et tout là peut-être, mais c'est un peu le matin, donc je suis pas encore bien réveillé, mais vous voyez l'idée quoi. Voyez-le ce tatouage si vous l'avez pas vu, et vous n'en ressortirez certainement pas indemne. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.